Voilà, donc paralysie cérébrale, apport d'un travail spécifique d'imagerie mentale. Hop, voilà. Ok. Juste quelques petits rappels, vous le savez, mais ça ne fait jamais de mal de les rappeler. Dans la paralysie cérébrale, on est bien sur une lésion du cerveau sur la période anté ou périnatale, hein. Et c'est le corps qui est paralysé. En soi, c'est pas le cerveau qui est paralysé, même si on appelle ça paralysie cérébrale. Donc, on est en fait sur un cerveau qui est en pleine maturation avec une évolution qui va se faire derrière. Il existe différentes formes qui vont aller de la monoplégie à la quadriplégie. Donc, sur effectivement les enfants qui ensuite vont devenir adultes. Les freins qu'on va retrouver au niveau de la rééducation, enfin de la prise en charge rééducative plus exactement pour ces personnes atteintes de paralysie cérébrale. Alors déjà chez l'enfant, chez le petit, c'est très clairement la croissance. La croissance, c'est à la fois un formidable atout parce qu'il y a tout le développement moteur qui va être en pleine explosion et en même temps à guider. Et en même temps, c'est un frein puisque bien sûr, vous connaissez la problématique de la croissance osseuse avec en parallèle toutes les tensions musculo-ligamentaires et tendineuses qui vont aboutir à des antétorsions fémorales, à des excentrations de hanches et au niveau du rachis à tous les phénomènes de scoliose. Dans les freins, bien sûr, c'est la lésion neurologique à proprement parler, qui va être propre à chaque patient, avec des troubles cognitifs associés ou pas. Avec effectivement, on l'a vu tout à l'heure, différents tableaux cliniques entre la monoplégie, la diplégie, l'hémiplégie et la quadriplégie. Et enfin, la notion d'inhibition motrice qu'on va développer un petit peu sur quelques diapos suivantes. Cette inhibition motrice, en fait, c'est cette mise en réserve des capacités motrices dans les suites d'une lésion. À la base, c'est un mécanisme qui est totalement naturel, hein. C'est comme on voit cet exemple de cette souris avec ce chat qui va se tétaniser sous l'effet de la peur. C'est un mécanisme donc naturel et physiologique d'anesthésie du mouvement. On va voir que là, on n'est pas dans le mécanisme de la tétanie et de la peur, enfin du lien avec l'émotion, quoique il y a des fois ça joue aussi dans la paralysie cérébrale, mais on est effectivement sur l'utilisation de toute la mémoire motrice avec ce phénomène d'inhibition qui se met en place très tôt en lien avec la lésion et en lien avec la plasticité cérébrale. C'est ce que je voulais vous détailler. Donc, inhibition motrice, qu'est-ce qu'on retrouve comme information là-dessus dans la littérature? Alors, on a quand même plutôt de l'information qui concerne la traumatologie, hein, très clairement, avec cette notion qu'on est sur un enchaînement qui est dit dysfonctionnel, avec un mouvement qui est adaptatif. Donc, en fait, voilà, pour effectuer un geste, on a un certain nombre de commandes qui vont se mettre en place avec une certaine coordination, avec une certaine synchronisation qui va être bien définie. Et donc cette synchronisation va être dysfonctionnelle. On a également une perturbation de la qualité de la contraction musculaire qui est relatée avec alors souvent, bon, on est donc sur de la littérature qui concerne beaucoup la traumato, c'est vrai que ça n'est pas beaucoup détaillé dans la neuro, avec cette notion de perte de force, avec cette notion de co-contraction, avec pourquoi pas cette notion de syncinésie. Et là, vous voyez que très rapidement, on est sur des choses qui se rapprochent de ce qu'on peut retrouver dans la rééducation neurologique. Et surtout, l'inhibition motrice conduit à un effacement de l'image motrice sur le plan cortical. C'est ce que Aurore Meugnot nous a détaillé dans sa thèse en 2014, fort intéressante, et qui constate effectivement un effacement progressif de l'image motrice correspondante.
C'est vrai que chez l'enfant, l'image motrice, on peut supposer qu'elle est ancrée in utero et qu'elle reste à explorer, à exploiter dans la petite enfance, mais que également, par manque d'exploitation et de stimulation, de toute façon, cette image va s'effacer, cela associé effectivement à la lésion sur le plan cérébral. On a ce neuropsychiatre et psychanalyste Julian de Ajuriaguera qui a émis l'hypothèse comme quoi ce désordre moteur n'est pas d'origine déficitaire mais provient d'un dysfonctionnement de la réalisation motrice, c'est-à-dire que la mise en place de ce mécanisme d'inhibition du geste serait plutôt au niveau de la base de la conception de la commande motrice et donc en fait sur le fait que l'ordre moteur vient bien d'en haut. Donc toujours dans cette notion d'inhibition, on peut considérer qu'on a deux visions concernant l'origine. Effectivement, une vision, on va dire, plus distale, avec une modification des informations qui sont fournies par les récepteurs articulaires et musculaires, par les organes neurotendineux de Golgi, entre autres, avec la présence de tension, d'inflammation, de douleur, et le fait qu'on va éviter de bouger l'endroit qui fait mal, l'endroit qui est bloqué. Et une vision qui est plus proximale, qui s'intéresse effectivement sur le plan, qui s'intéresse au cortex moteur, avec le fait que l'information qui est déclenchée par le cortex va être filtrée par les ganglions de la base et le thalamus, et que ces actions vont être bloquées quand elles sont dites inadaptées ou non sécurisées. C'est-à-dire que le défaut d'utilisation temporaire d'une commande motrice va créer un effacement progressif de sa représentation corticale normale, entre guillemets, de contraction. Dans les possibilités de récupération, le fait que dans les suites d'une lésion neurologique au sens large, il y a une possibilité d'évolution, vous le savez, c'est entre autres dû à la plasticité, cette notion de création, renforcement de nouvelles connexions aux neurones, mais également de disparition de cellules par inutilisation et non sollicitation. Cette fameuse disparition de cellules qui va conduire à notre notion d'inhibition motrice. Et la neuroplasticité, comment est-ce qu'on peut la faire évoluer, on va dire? On a une plasticité qui est dite activité dépendante, qui résulte de l'activité de l'individu. C'est le phénomène de l'apprentissage, de répéter encore et encore. C'est ce que l'on met en place régulièrement en rééducation. On répète encore et encore certains mouvements, certaines postures. On cherche à stimuler cette motricité. Et il y a également la plasticité de compensation spontanée, qui elle en fait va se mettre spontanément en place, quoi que vous fassiez, avec ce phénomène de réorganisation et où la mise en place va être parfois à effet bénéfique, on va dire, pour le sujet, et puis d'autres fois un petit peu moins. Et là, l'idéal, c'est que quand elle n'est pas dans le sens de l'évolution fonctionnelle, il va falloir désapprendre pour réapprendre. Et en soi, on va voir que c'est pas évident du tout sur le plan physique, mais que effectivement, sur un travail d'imagerie mentale, c'est fort intéressant. Donc, comment ça se passe quand nous cherchons à initier une commande motrice, un geste? Je vais juste prendre le petit stylet. Donc, vous avez tout d'abord un ensemble d'afférences extéroceptives, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vue, tout ce qui concerne les sensations proprioceptives également, qui vont arriver au niveau du cortex pariétal.
Et donc, ce cortex pariétal va faire partie de cette première boucle ici qui concerne tout ce qui est l'intégration, la planification. Et donc, le cortex pariétal reçoit ses afférences par la voie directe. Il reçoit également des afférences donc soit par la voie directe, soit par la voie thalamique. Enfin réticulo-thalamo-corticale, pardon, très exactement. Et il va alors élaborer comme une sorte de brouillon du mouvement qu'il va envoyer au cortex préfrontal et au cortex frontal. Et ce cortex préfrontal et frontal vont déjà affiner ce brouillon de mouvement et effectuer entre guillemets un premier jet du script du mouvement qui vont soumettre en relecture au ganglion de la base et au thalamus. C'est un peu notre zone de douanier ici en quelque sorte. Et là, on est vraiment sur la zone de filtrage avec mise en adéquation de ce brouillon du script du mouvement et les afférences proprioceptives, c'est-à-dire est-ce que ce brouillon est en adéquation avec les capacités du sujet. Très clairement, si on est sur de l'immobilisation post-opératoire ou post-toxine par exemple, le thalamus va considérer que nous sommes immobilisés et que donc nous ne pouvons pas effectuer tel ou tel mouvement et donc va bloquer l'exécution de ce mouvement-là. S'il considère que par exemple ce mouvement est dit dangereux pour le sujet, pareil, le thalamus va bloquer cette initiation de mouvement. Quand il considère que tout va bien, qu'on est en adéquation avec les capacités physiologiques du sujet, il va envoyer ce script de commande motrice au niveau des aires motrices supplémentaires et des aires prémotrices. Et là, on passe vraiment sur la phase de l'exécution. Ces aires motrices supplémentaires et prémotrices vont vraiment chercher à affiner encore plus précisément ce script en termes de, on va dire, de force, d'intensité, de qualité de la commande motrice. Et puis le cervelet, lui, va s'occuper de tout ce qui est la coordination, bien sûr. L'ensemble va être transmis au niveau du cortex moteur primaire, qui va ensuite effectivement lancer l'exécution du mouvement en passant par le tronc cérébral, la moelle épinière et enfin le motoneurone musculaire. Donc dans l'inhibition, vous avez vu que le thalamus bloque le mouvement car il le considère comme non adapté, non sécurisé ou non réalisable. Il a gardé en quelque sorte le schéma de l'immobilisation ou de la non-capacité et on est vraiment du coup sur aller rechercher de la plasticité d'apprentissage derrière pour modifier cette information-là. En revanche, vous avez du coup compris que la plasticité de compensation spontanée, celle dont on a parlé tout à l'heure, est relativement dépendante de l'action du thalamus, qui lui-même est en lien avec les afférences proprioceptives qu'il reçoit. Donc, dans le cadre ici de la paralysie cérébrale, tout ce qui concerne immobilisation prolongée, appréhension, fatigue, limite les mouvements, et donc modifie ces informations proprioceptives, la lésion neurologique également, créant ce phénomène de mécanisme, enfin ce mécanisme d'inhibition motrice, avec un effacement progressif de l'image motrice sur le plan cortical, l'image motrice qui potentiellement est présente dès la phase in utero mais non exploitée, et cet effacement lui-même limite également les possibilités de mouvement, et donc en fait on est sur une espèce de boucle infernale, et cela contribue effectivement à la perte de trophicité, des capacités motrices, et on ajoute à ça dans tous les cas effectivement la lésion neurologique en plus, ce qui fait que certaines parties de la commande ne pourront pas être initiées par la voie initiale. C'est joli, initiée par la voie initiale. Donc on est vraiment sur un système de boucle, et c'est bien pour ça qu'on est sur des rééducations qui sont relativement longues, sachant qu'effectivement on a une partie qui est en lien avec la lésion neurologique directement.
Donc l'idée, c'est déjà, bon, la lésion neurologique, on ne pourra pas nous faire grand-chose à notre niveau de rééducateur, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter, pour orienter ces mécanismes? Comment est-ce qu'on peut faire pour réapprendre un mouvement qui aurait été effacé soit par de l'immobilisation, soit effacé par non-utilisation depuis le départ, hein. Vous avez vu que dans la plasticité, il y a le fait de l'effacement par non-utilisation, non-sollicitation. Et du coup, d'aller chercher en fait à recréer ce mouvement directement sur le plan cortical, donc au niveau de sa genèse. Comment est-ce qu'on pourrait orienter, on va dire de manière indirecte, cette notion de plasticité, de compensation spontanée, et du coup limiter ces effets de cette inhibition. Donc c'est là que je vais aborder ce travail d'imagerie motrice et de proprioception, c'est-à-dire cette notion de reprogrammation neuromotrice, mais un petit peu autrement que comme celle que vous avez peut-être pu entendre parler et qu'on associe d'ailleurs très souvent à de la proprioception ou on va dire de la reprogrammation neuromusculaire. Là, moi, je vais vous parler de reprogrammation neuromotrice. On est sur un procédé qui est bien sûr totalement physiologique, qui permet donc de modifier, de corriger ou d'acquérir un automatisme moteur. Et c'est cette notion d'acquisition d'un automatisme moteur qui va nous intéresser dans le cadre de la paralysie cérébrale. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif est d'intervenir sur la genèse du mouvement directement sur le plan cortical. Pour ça, on s'est basé sur un trépied. Ce trépied qui comprend à la fois la proprioception, avec la prise de conscience des motricités qui sont impliquées dans le mouvement, avec l'acquisition de sensations motrices, un travail d'imagerie mentale spécifique, je vais vous détailler, de manière à effectivement activer les zones cérébrales responsables de ce mouvement, et enfin des sons de basse fréquence pour installer durablement, effectuer l'ancrage de ces programmations motrices qu'on va chercher à mettre en place. Voilà, donc maintenant on voit chaque aspect de ce trépied, effectivement détailler quel est son intérêt et pourquoi est-ce que nous avons fait le choix de les faire travailler ensemble. Donc tout d'abord, la partie proprioception. Donc bien sûr, tout part d'un bilan, mais ça, vous le savez. Bilan de l'état où le sujet est, dans un premier lieu, et de voir quelles sont ses capacités motrices, quelles sont celles qui sont, on va dire, déficientes, quelles sont les zones de spasticité, quelles sont les syncinésies présentes, est-ce qu'il y a présence également de réflexes archaïques, est-ce que il y a des capacités en termes de niveau et d'évolution motrice, et surtout, est-ce qu'on a des syncinésies qui parasitent certains gestes, et en général, ces syncinésies sont dues à la mise en place quasiment automatique de certains groupes musculaires au détriment des autres. Donc on cherche vraiment à comprendre un petit peu la mise en place de ces mécanismes de compensation. Donc on effectue un bilan biomécanique complet. Moi, j'effectue pas mal de bilans avec appui vidéo, photo, afin que on va voir aussi, enfin voilà, on va communiquer avec notre sujet sur définir l'objectif de rééducation, voir où il en est, et éventuellement ce bilan photo peut servir à lui à aider à la prise de conscience de ce qu'il est capable de faire et du chemin qui reste encore à effectuer pour son objectif. Une fois qu'on a fait effectivement tout ce bilan moteur, on va chercher à faire ce travail proprioceptif. Et on va demander au sujet de nous décrire relativement précisément son ressenti, les mouvements dans son geste, dans la partie qui ne va pas,
et éventuellement dans la partie qui va. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais bon, paralysie cérébrale, quand on est sur un diplégique ou un quadriplégique, c'est les deux parties qui vont pas. Heureusement, ces enfants ne vivent plus coupés du monde. Ils ont en général contact avec soit du souvenir antérieur, quand on est sur des enfants qui ont évolué et qui se sont dégradés, soit avec des frères et sœurs et des adultes, et où en fait ils vont pouvoir créer une forme d'imagerie mentale à partir de là. Donc on va lui demander effectivement de décrire qu'est-ce qui coince et puis qu'est-ce qui fait que potentiellement ça marche bien ou qu'est-ce qui pourrait faire que ça marche bien sur un sujet proche de lui. C'est d'ailleurs, je demande régulièrement à la famille proche d'assister à la séance pour qu'on puisse échanger là-dessus. Ou alors une mise en situation dans telle ou telle posture et qu'est-ce qui fait que dans telle ou telle posture il a réussi à la maintenir pendant X secondes. Et on va lui demander de décrire un petit peu, d'affiner un petit peu sa description en termes de où est-ce que ça travaille, qu'est-ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Alors quand on est sur des enfants, hein, on est sur quelque chose d'assez schématique, on ne va pas rentrer dans l'anatomie précise, bien évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller rechercher tout le travail des perceptions kinesthésiques et statesthésiques, puisque vous vous souvenez que ces caractéristiques sont nécessaires pour les aires motrices supplémentaires et prémotrices afin de passer à l'exécution du mouvement. L'imagerie mentale. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser l'imagerie mentale? Bon, là, sur la partie de gauche, vous avez cette étude qui a été faite en 2008 par Anakawa et al. Hop. Où en fait, là, les parties en jaune représentent les zones qui sont activées au niveau du cortex quand on est sur un stimulus électrique. Les zones en turquoise sont sur le mouvement effectué uniquement en imagerie mentale. En violet, on est sur le mouvement effectué physiquement. Et là, on est sur la superposition entre mouvement et imagerie mentale. Et en fait, vous voyez que tout ce qui est en bleu, c'est quand la superposition est parfaite. Et en vert, il y en a quelques petites zones, c'est quand l'imagerie mentale est supérieure même au mouvement. Et en rouge, c'est quand l'imagerie mentale est inférieure au mouvement. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de zones bleues. La superposition n'est pas parfaite, mais on a quand même une relativement bonne équivalence corticale. Donc en fait, le fait de mentaliser un mouvement et de le réaliser physiquement active majoritairement active des régions du système nerveux qui sont relativement communes. On parle donc d'équivalence neurofonctionnelle et c'est du coup pour cette raison-là que le travail mental est relativement intéressant. D'autre part, je reprends juste ma flèche de souris normale, hop. On constate également que dans le travail d'imagerie mentale, on a également une équivalence neurovégétative. Ce sont des études qui avaient été menées entre autres entre 91 et 2004, entre le travail d'imagerie mentale et donc le travail effectué réellement, avec des modifications du rythme cardiaque, des modifications sur le plan cutané, enfin bref, toutes les réactions neurovégétatives. Et enfin, sur le plan de la performance, on constate également, donc il y a une première étude en 95 qui montre, qui a été faite sur des pianistes. Et en fait, sur ces pianistes-là, ils ont montré que 2 heures de travail physique associé à du travail d'imagerie mentale, donc du travail physique de répétition des gammes, équivalait à 10 heures de travail physique, donc avec une notion de gain de temps. On a une autre étude de 92 qui indique que le travail d'imagerie mentale permet une amélioration de 30% de la force maximale volontaire. Et enfin, sur les études reprises en 2001 puis 2015, nous permettent d'étayer un petit peu les différents types d'imagerie mentale. C'est-à-dire que, en fait, vous avez l'imagerie mentale visuelle.
L'imagerie mentale visuelle, tout d'abord extrinsèque à la troisième personne. Le cerveau a des capacités d'imagerie mentale qui sont assez à soupçonner. C'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, si je vous dis éléphant rose, vous en avez plein qui vont visualiser dans leur tête un éléphant rose, et pourtant, on est bien d'accord que l'éléphant rose n'existe pas. Donc, votre cerveau a associé l'image d'un éléphant à la couleur rose et il a créé un éléphant rose, et pourtant, il n'en a jamais vu. C'est-à-dire que visuellement, vous avez eu cette image-là qui est apparue juste par simple travail d'imagerie mentale. Vous êtes tous capables de faire de l'imagerie mentale et tous nos sujets sont capables de faire de l'imagerie mentale à certains niveaux. Donc l'imagerie mentale, je vais reprendre du coup sur le plan visuel. On s'est égaré dans nos éléphants roses là. Visuel extrinsèque, c'est-à-dire en quelque sorte à la troisième personne. C'est je vois un film de moi en train de marcher, c'est effectivement quand vous regardez un film de vous sur quelqu'un qui vous a filmé un moment. Et donc là, vous avez cette imagerie mentale visuelle extrinsèque. On a également une imagerie mentale visuelle intrinsèque à la première personne, c'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur de vous, c'est le principe de la caméra embarquée, et vous vous voyez par exemple en train de marcher. On a également de l'imagerie mentale, alors qui va taper sur plusieurs versants sensoriels. Hein. Vous avez aussi de l'imagerie mentale auditive, c'est-à-dire que par exemple un pianiste est capable d'entendre les notes de la partition qu'il doit jouer, et pourtant il n'est absolument pas en train de la jouer physiquement. Vous avez également toute l'imagerie mentale olfactive qui concerne beaucoup ceux qui travaillent dans le domaine du parfum, qui sont capables de retrouver une odeur. Et vous avez donc l'imagerie mentale visuelle et également l'imagerie mentale kinesthésique, ou on va dire tactile. C'est tout ce qui concerne le sens du toucher et du mouvement. En fait, le cerveau, il code tous les souvenirs en VACOG, hein, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et chaque souvenir, chaque situation est codée pour vous sur ces différentes modalités. Et c'est le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que et c'est propre à chacun. C'est-à-dire que si je vous parle d'un soleil couchant, vous allez pouvoir peut-être visualiser des lumières dans les rouges orangés, voire pourquoi pas peut-être rose, mais ça dépendra tout de votre souvenir à vous. Peut-être que vous le verrez en train de descendre au milieu du ciel, ou déjà vraiment situé à l'horizon. Là, on est vraiment sur la partie visuelle. Peut-être que vous allez également vous souvenir, vous remémorer de cette odeur si particulière que vous avez quand vous admirez un soleil couchant, cette odeur bien particulière de l'approche de la tombée de la nuit, avec peut-être éventuellement cette sensation légère d'humidité ou éventuellement de vent, tout dépend si vous étiez au bord de la mer ou à la campagne ou à la montagne. Et éventuellement, derrière, retrouver également la partie auditive avec ce calme qui descend au fur et à mesure, les oiseaux qui diminuent au niveau du pépiment, et vous voyez qu'en fait là, à partir de juste une image, vous avez tout votre système visuel, auditif, tactile, kinesthésique on va dire, et pourquoi pas olfactif qui est en train de se mettre en route, le gustatif étant un petit peu plus particulier, à moins que vous soyez en train de faire l'apéro à ce moment-là. Donc, revenons à nos histoires d'imagerie mentale et de rééducation. On s'égare. Donc, l'imagerie mentale, donc on a parlé de la visuelle, de l'extrinsèque, de l'intrinsèque. Troisième personne, caméra extérieure. Première personne intrinsèque, caméra embarquée. La auditive, vous l'avez bien compris. Moi, je vais vous parler de l'imagerie mentale également kinesthésique, c'est-à-dire le fait de percevoir le mouvement, le fait de percevoir, par exemple, à la marche, ces différents appuis au sol, les différents débattements articulaires, vraiment d'aller chercher dans la finesse exactement ce qu'il se passe quand vous effectuez un mouvement. Et en fait, sur l'étude qui a été faite en 2001, entre autres, et reprise effectivement en 2015, ils se sont rendus compte que dans le cadre d'un apprentissage moteur,
l'imagerie mentale kinesthésique était très très puissante, d'autant plus si elle est couplée à de l'imagerie mentale visuelle. Et donc c'est pour ça que dans notre trépied, on est allé chercher de la sensation proprioceptive. Et enfin, les sons de basse fréquence. Donc en fait, pour ancrer en cortical et sous-cortical, on va utiliser ces sons de basse fréquence qui sont donc émis par un dispositif médical breveté dans le but de passer le patient en ce qu'on appelle en mode alpha d'activité cérébrale. Et en fait, ce mode alpha correspond à un rythme situé entre 7 et 14 Hz à l'EEG. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche à passer le sujet en mode alpha? C'est parce qu'en fait, on sait que les ondes alpha ont un rôle clé dans la filtration de l'information par les neurones, car elles permettent de focaliser l'attention sur certaines activités au détriment du reste. Et on sait entre autres que le thalamus est un gros consommateur d'alpha. Vous vous souvenez que le thalamus, c'est lui qui fait un petit peu notre douanier dans la commande motrice. Donc en fait, ça place le patient dans un état d'hypovigilance et en même temps d'hyperactivation sur tout ce qui concerne la partie motricité. Catherine Kerr nous indique également que nous avons une modulation attentionnelle des rythmes alpha qui joue effectivement un rôle clé dans le filtrage de l'information dans le cerveau. C'est ce que je vous ai indiqué par rapport au thalamus. Donc je vous ai quand même mis quelques petits exemples de cas cliniques. Là, on est sur un jeune garçon qui présente, donc là, c'est basé que sur de la spasticité pour celui-là. Vous allez voir une spasticité au niveau des gastrocnémiens de l'ordre de 1 plus sur l'échelle d'Ashworth modifiée, avec effectivement voilà, sur un bon 1 plus, hein, avec cette accroche nette et la résistance sur bien la moitié d'amplitude. On va avoir exactement la même chose au niveau du solaire. Avec une petite trépidation elliptoïde. Et en fait, il a été effectué donc une séance de reprogrammation neuromotrice en lien avec ça, avec effectivement un travail excentrique sur le triceps sural. Voilà. Et vous voyez qu'on est sur une cheville avec des mobilités totalement amples, hein, que ce soit sur les gastrocnémiens comme sur le solaire. Nous n'avons plus du tout cette accroche à la mobilisation. Là, c'est une autre étude que nous avions menée sur tout patient confondu présentant une spasticité du triceps sural. Donc, ça signifie qu'il y avait des cas d'AVC, des cas de paralysie cérébrale, des cas de sclérose en plaques. Bref, toute atteinte neurologique présentant une spasticité du triceps sural. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que on avait une baisse du score Ashworth en avant-après séance, que ce soit à la fois sur les gastrocnémiens et à la fois sur l'OCLR. Donc c'est ce que vous avez ici là sur le premier graphique, avec la quantification de la baisse entre perte de 1 point, 2 points, voire même 3 points sur l'échelle d'Ashworth. Et enfin que cette évolution du score Ashworth à 1 mois était maintenue à 87% pour les gastrocnémiens, 60% solaires. On avait dans tous les cas un maintien moyen à 70% à 1 mois pour cette diminution du score Ashworth. Sur des cas de paralysie cérébrale, on va dire légère, c'est-à-dire qu'on est sur un palisano relativement faible, avec un travail effectué sur la tonicité du tronc. Vous voyez l'exemple de cette jeune fille sur effectivement, bon, on va dire une attitude scoliotique et la correction qu'il est obtenue derrière. Et également sur ce jeune homme, sur la tonicité du tronc et du coup sur la modification de sa position assise.
Là, je vais vous présenter ce petit jeune homme qui est arrivé il y a quelque temps dans le cabinet, qui effectivement a une capacité de position assise, mais avec une grande hypotonie du tronc, un réflexe de Moreau relativement bien présent, vous vous en doutez. Nous avons mis en place des séances de reprogrammation neuromotrice avec ce travail en imagerie mentale, en complément de sa prise en charge avec son kinésithérapeute habituel. Je précise bien effectivement en complément. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur l'évolution. Donc effectivement derrière on a pu gagner un petit peu au niveau de la tonicité du tronc, ce qui progressivement lui a permis de passer sur du genou dressé et de mettre en charge ses hanches pour ensuite commencer à chercher effectivement la poussée globale sur ses jambes. On avait alors là la difficulté sur cet enfant qui cherchait vraiment à se mettre debout de la position des pieds au sol, hein, effectivement, avec le flexum de hanche, flexum de genou, et avec une belle rétraction des ischio-jambiers et adducteurs associés. On était sur un début de rétraction. Il y avait d'ailleurs une indication chirurgicale pour cet enfant quand on était sur cette phase-là. Nous avons continué à travailler du coup là-dessus de manière à obtenir une pose des pieds au sol. Alors oui, le pied gauche, effectivement, on a un valgus au niveau de l'arrière-pied, je suis entièrement d'accord. Tout est soi-disant que le chirurgien qui le suit continue toujours à le suivre de près, mais a pour l'instant repoussé la chirurgie, a dit on attend, alors qu'auparavant il était sur une indication chirurgicale pas urgente, mais il fallait y aller, quoi. Mais on reste quand même sur la surveillance, hein, ne soyons pas présomptueux non plus. Et enfin, vous voyez qu'effectivement, on est ensuite sur une étape de redressement où ce petit bonhomme commence à chercher sérieusement à se mettre debout et à utiliser à peu près tous les objets qui lui tombent sous la main pour chercher à se déplacer en position debout. Cette évolution-là, entre cette première diapo ici et celle-ci, il s'est écoulé 8 mois. 8 mois avec ces séances de reprogrammation neuromotrice à intervalles de pour lui, ça a été à peu près 6 semaines et travail pris en charge en libéral avec son kinésithérapeute habituel sur la fréquence habituelle. Un autre exemple de cas clinique, je vous présente cette petite demoiselle qui effectivement en position au sol a cette attitude, on va dire, un petit peu en batracien, avec les bras en chandelier, un beau coup de vent latéral au niveau des hanches, une franche hypotonie au niveau du tronc. Quand on a commencé à travailler effectivement déjà sur la tonicité du tronc, sur tout ce qui était retournement, ça n'était pas évident. Pour finir, effectivement, elle a pu obtenir, vous voyez qu'il y a de l'évolution à chaque fois entre chaque, hein, elle n'est pas habillée pareil. Elle a pu obtenir effectivement cette position assise un peu près stable, ce qui derrière lui a permis de redresser son dos et de commencer à horizontaliser le regard. Il y avait un réflexe de Moreau hyper actif. Bien évidemment, nous avons donc poursuivi par les séquences de redressement avec effectivement la mise en charge au niveau des hanches, la recherche du passage aux 4 pattes avec effectivement cette évolution où elle commence à pouvoir dissocier mouvement de la tête et mouvement du tronc, hein, puisqu'il y avait également un réflexe tonique symétrique du cou qui était présent, il y avait aussi la symétrie du cou. Pour ensuite arriver à un début de travail effectivement sur le genou dressé. Donc là, c'est l'évolution de là à là, où effectivement, vous voyez qu'après, elle n'a plus besoin de ma présence. Et enfin, un début de mise debout. Vous voyez qu'on a une belle tonicité du tronc avec une belle orientation du regard. Il y a effectivement les flexums de genoux qui sont à surveiller. De toute façon, c'est pareil, il y a un chirurgien qui la surveille. Entre cette étape-là, cette attitude-là et celle-ci, il s'est écoulé 18 mois. Entre cette position batracien et cette position debout, il s'est écoulé 18 mois. Toujours
en complément de la kiné qui la suit habituellement. Là, c'est un autre exemple, c'est une petite demoiselle sur des séquelles on va dire, on est sur une hémiparésie légère dans le cadre effectivement d'une paralysie cérébrale par anoxie cérébrale à la naissance, qui globalement se débrouille très bien. Elle, ce qui la gêne, c'est la course. C'est la course parce qu'elle voudrait courir comme sa sœur jumelle. Voilà, donc classiquement, hein, vous voyez effectivement cette course, hop, je vous la remets. On est sur l'hémiparésie, elle est à gauche. En pointe de pied, avec du coup manque de fluidité, de propulsion. Nous avons donc fait une séance là-dessus. Et vous allez pouvoir voir effectivement se dérouler du pied. Hop, je vous la remets. Voilà, donc là, elle est vraiment en pointe à gauche. Et là, vous voyez qu'on a un bon début de déroulement du pied. Elle a récupéré la capacité de propulsion, le fait de pouvoir sauter sur deux pieds et sauter sur un pied, chose qu'elle n'arrivait pas à faire à l'époque. Donc, les limites, par contre, vous l'avez compris, ce sont déjà des capacités cognitives très dégradées. Mais du coup, dans les capacités cognitives, il y a également la partie attention-concentration. Parce qu'il faut déjà arriver à comprendre, à suivre un minimum de consignes, même si bien sûr toute cette rééducation en neuropédiatrie globalement passe par le jeu, et surtout avoir la capacité de créer l'image mentale. Donc globalement, c'est vrai qu'on est plutôt sur des enfants qui ont plus que 6 ans. Moi, quand les parents appellent au téléphone, ce que je leur demande souvent, c'est est-ce que leur enfant est en capacité de suivre l'équivalent d'un niveau de CP? Pas tant sur le fait de savoir lire ou écrire, mais sur la partie attentionnelle, concentration. Donc c'est pour ça que globalement, en dessous de 6 ans, c'est un petit peu compliqué d'arriver à faire ce travail d'imagerie mentale et surtout cette partie d'attention. En revanche, justement sur l'imagerie mentale, les enfants ont un pouvoir incroyable à imaginer à peu près tout et n'importe quoi. Ils n'ont pas la restriction, on va dire, sociale de imaginer des trucs bizarres que peut avoir l'adulte. L'enfant va avoir aucun problème. Il y a une partie des phases de reprogrammation qu'on fait où on va demander un effacement de certains gestes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est absolument pas courant dans le domaine de la rééducation. Et les enfants n'ont absolument aucun problème. Ils vont me sortir une gomme magique de leur poche pour pouvoir ensuite effacer ce qu'ils ont à faire. C'est quelque chose d'extrêmement aisé. Bien évidemment, sur les atteintes mécaniques franches, vous, vous doutez bien que quand on est sur une rétraction franche et nette sur le plan musculo-tendineux, sur de l'excentration de hanche, sur une scoliose articulaire bloquée, enfin figée, c'est-à-dire on a passé le stade de la croissance osseuse, là concrètement on ne pourra rien faire. Et puis bon, éventuellement les patients hyperalgiques, ce qui peut être le cas dans les suites post-op de certaines chirurgies de ténotomie, où la douleur va vraiment prendre le dessus. Actuellement, sans effet indésirable connu à ce jour. Donc, on est vraiment du coup sur cette notion que vous avez vue dans l'imagerie mentale et en lien avec la plasticité, cette notion d'entraînement mental. On parle souvent de l'entraînement sportif. Là, on est sur cet entraînement mental qui du coup va jouer en fait sur la plasticité synaptique et la plasticité anatomique. Et cette plasticité, en fait, les réseaux de neurones sollicités pourraient se restructurer pour obtenir un meilleur recrutement des unités motrices et une meilleure synchronisation de celles-ci. On a donc compris qu'effectivement cet entraînement mental agit sur cette plasticité-là et effectivement permet de réorganiser à deux niveaux, à la fois sur la partie synaptique
sur les voies préexistantes qui sont encore fonctionnelles, et à la fois sur la partie anatomique, effectivement, en entraînant probablement la formation de nouveaux circuits, d'autant plus que dans le cadre de l'enfant, effectivement, un des atouts, c'est la croissance avec cette formation de nouveaux circuits. Un des inconvénients, c'est effectivement la croissance sur la partie osseuse. Donc vous avez effectivement cette publication qui a été faite entre autres par Émeric Guillot en 2009. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question de bon ou mauvais imageur. Bon, il existe plusieurs tests dont vous avez peut-être pu entendre parler, comme la chronométrie mentale, les tests de rotation mentale, ou alors le CAVIC. Le CAVIC, c'est un test avec 20 items, avec 10 items de position corporelle et 10 items de clarté d'image visuelle. Où on va demander de coter de 1 à 5 la clarté de l'image sur la partie visuelle d'un mouvement effectué et l'intensité de la sensation sur le plan kinesthésique. Bon, tous ces tests-là, je dirais que par rapport aux patients, quand on est dans le cadre d'une prise en charge clinique, il n'y a pas forcément de quoi s'embêter outre mesure, parce que de toute façon, bon, c'est vrai que ces tests-là, on les utilise dans le cadre d'études randomisées pour avoir une population relativement homogène dans le cadre d'une étude. Mais quand vous êtes dans de la prise en charge clinique, votre patient a une capacité d'apprentissage en imagerie mentale, c'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement entre guillemets des mauvais imageurs, si on peut qualifier ça comme ça, dans un premier temps, mais qui vont progresser là-dessus et devenir de meilleurs, de plus en plus de bons imageurs par la suite. Donc même sur quelqu'un qui est entre guillemets mauvais imageur au départ, en soi, il n'y a pas de spécialement de restriction par rapport à ça. Dans tous les cas, il y a quand même un certain nombre de prérequis. C'est vrai qu'effectivement, donc on parle d'évaluer quand même rapidement les capacités du patient. Dans le cadre de l'enfant, je vous ai parlé effectivement de cette notion d'âge, idéalement par avant 6 ans, d'expliquer rapidement ce qu'on va faire. Bon, c'est comme tout de prise en charge thérapeutique. On essaye d'avoir un cadre relativement clair, de ne pas être que des bourreaux dictateurs, excusez-moi l'image, c'est le cas de le dire. Et puis bien sûr, on va enseigner la technique d'imagerie afin d'intégrer ce traitement-là dans la prise en charge. Vous avez vu que là, toutes les séances que j'ai pu vous présenter sont toujours en complément d'une prise en charge kinésithérapie classique, soit par moi-même, soit par leur kiné habituel. L'idée étant de rendre le patient, le sujet autonome, même l'enfant, le sujet autonome à réeffectuer ces exercices d'imagerie mentale. L'enfant est tout à fait capable, le soir avant d'aller se coucher, de revisualiser, de mentaliser les différents exercices sur lesquels il a travaillé et les différents aspects de l'imagerie mentale qu'il a pu créer et développer. D'un point de vue de la pratique clinique, donc on a l'évaluation des capacités physiques, ok. L'environnement, il est quand même globalement plus facile d'effectuer ce travail d'imagerie mentale dans un environnement plutôt calme, sans pour autant être ultra silencieux non plus, mais c'est quand même plus aisé d'être dans un environnement calme, avoir une verbalisation qui est franche, qui est ciblée sur les mots utilisés par votre patient, avec un certain respect du timing entre la visualisation, le travail d'imagerie mentale, puis ensuite son exécution. Cette notion d'apprentissage, cette notion d'émotion, parce que il y a souvent une émotion qui est associée à chaque fonction. On a parlé tout à l'heure du coucher du soleil. Si c'est vous dans votre souvenir un coucher du soleil avec un moment entre amis en train de faire l'apéro, on est sur une émotion positive. Le coucher du soleil va vous évoquer quelque chose de sympathique. Si vous êtes séparés de votre ex dans des conditions désastreuses à un coucher de soleil, forcément ce coucher de soleil là va pas être quelque chose d'extrêmement positif. Donc on associe très souvent cette notion émotionnelle. Et enfin, cette notion de perspective entre l'interne et l'externe, entre l'extrinsèque et l'intrinsèque.
Donc concrètement, les indications, bah, en fait, elles sont très larges, hein. Elles concernent bien sûr toute la neuro. Donc je vous ai dit grosso modo de l'âge de 6 ans jusqu'à la limite des capacités cognitives. Bien évidemment l'orthotraumato, bien évidemment le domaine du sport. C'est quelque chose qui est totalement complémentaire pour potentialiser une prise en charge de patients atteints de paralysie cérébrale en complément de la rééducation. Et du coup, pourquoi pas? Je vous invite à vous interroger là-dessus, sur cette notion d'imagerie motrice, sur cette notion de proprioception. C'est vrai que je trouve ça très intéressant et puis c'est passionnant de travailler avec ces petits bouts de chou qui ont parfois des capacités d'imagination assez bluffantes et qui sont vraiment intéressantes à exploiter dans le but de les faire progresser dans leur rééducation. Je vous remercie pour votre attention. On va maintenant pouvoir prendre un petit temps pour répondre aux questions. Alors, je vais regarder ça. Hop. Alors, existe-t-il des études plus récentes? Alors, on a une étude, on va dire, qui est dans les... Alors, des études plus récentes en termes d'imagerie mentale, oui, il y en a certainement qui sont encore sorties. Vous en avez dans le domaine de la rééducation, vous avez entre autres, ça va me revenir, Émeric Guillot qui publie effectivement pas mal sur l'imagerie mentale, mais vous avez également Sébastien Matteo qui a fait, alors Sébastien Matteo, il est kinésithérapeute. Et qui lui a fait sa thèse effectivement sur l'imagerie mentale et la rééducation, entre autres chez les tétraplégiques. Je crois que c'est C6 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a effectivement des choses intéressantes et ça on est sur quelque chose d'un petit peu plus récent. Donc je vous invite à faire de la recherche là-dessus. Vous avez donc ça c'est après toutes les études effectivement sur la partie imagerie mentale. Et nous de notre côté sur les applications effectivement de ce trépied en rééducation, on a dans le domaine, donc on a ces publications-là qui concernent toute prise en charge, on va dire mélangée. Et on a également plusieurs études qui sont dans les starting blocks, dont une qui concerne effectivement des patients IMC. Voilà, je ne sais pas si ça a pu répondre à la question sur les études. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, un exemple d'exercice d'imagerie mentale. Oui. Eh bien, écoutez, par exemple, je vais vous inviter en face, vous là, en face de votre ordinateur, à vous mettre debout. Vous allez vous mettre debout et vous allez chercher à monter en pointe de pied. Alors, pour ceux qui ont l'ordre de jambes, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont porteuses d'un handicap derrière l'ordinateur. Vous allez chercher à monter en pointe de pied une fois sur le pied droit, une fois sur le pied gauche. Et à partir de là, je pense que vous êtes en capacité d'évaluer très facilement s'il y a un pied sur lequel c'est plus facile que l'autre. Donc vous êtes debout, vous faites une montée de pied unipodale sur un seul pied et vous évaluez si il y a un pied où c'est plus facile que l'autre. Ok. Vous allez prendre le pied où c'est le plus facile.
et vous allez effectuer plusieurs montées de pied. Vous allez pouvoir éventuellement fermer les yeux, effectuer plusieurs montées de pied et essayer de ressentir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que vous arrivez à effectuer cette montée de pied aussi facilement sur ce pied-là. Donc ça peut être par exemple le fait que vous avez un appui qui est un petit peu plus recentré au niveau du gros orteil. Le fait que vous sentez votre mollet se contracter relativement fortement. Le fait que vous sentez votre cheville qui se verrouille comme si la malléole interne était poussée sur l'intérieur. Et que du coup, vous sentez peut-être les muscles sur le côté du mollet, les péronées latéraux, les fibulaires qui travaillent. Donc vous le faites 2-3 fois, vous allez chercher ces différentes sensations, vous sentez les appuis qui sont au sol, l'appui qui peut être recentré sur votre gros orteil, la montée sur la pointe de pied. Et là ensuite, vous allez vous rasseoir. Vous allez vous rasseoir et vous allez tout simplement, maintenant, toutes ces sensations-là que vous avez ressenties tout à l'heure, sans rien faire, là en étant assis, essayez de les visualiser, de les imaginer. C'est-à-dire que vous allez vous imaginer, là vous êtes bien assis physiquement, mais vous allez vous imaginer que vous étiez debout, comme tout à l'heure, que vous êtes debout. Vous allez imaginer que vous êtes debout dans cette pièce que vous connaissez, avec les odeurs si particulières qui appartiennent à cette pièce que vous connaissez, et que vous allez chercher à monter sur la pointe de pied de votre pied qui va bien, et qu'à ce moment-là, vous ressentez effectivement cet appui sur le gros orteil, ce recentrage de la cheville avec la malléole interne qui se verrouille sur l'intérieur, et la poussée forte au niveau de votre mollet. Vous avez donc bien cette image-là, et maintenant vous allez imaginer que vous êtes capable de faire exactement la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que de l'autre côté, sur l'autre pied, vous imaginez pareil que vous êtes debout dans cette même pièce avec ce visuel que vous connaissez, cet environnement que vous connaissez, ces odeurs si particulières de la pièce, et que de la même façon, vous montez sur la pointe de pied, que vous recentrez votre appui sur le gros orteil, que vous percevez l'appui du sol sur votre gros orteil, avec effectivement le recentrage de la cheville, la tonicité dans les muscles de votre mollet. Maintenant que vous avez fait ce travail de visualisation-là, je vous invite à vous remettre debout et cette fois-ci à monter en pointe de pied directement sur le deuxième pied et à évaluer comment ça se passe. Réévaluer gauche-droite, droite-gauche et réévaluer si vous obtenez la même chose des deux côtés. Il est probable que vous ayez une amélioration de la montée de pointe de pied sur celui qui était le moins performant à la base. C'est un exemple d'exercice d'imagerie mentale. Vous pouvez en avoir des milliers d'exemples d'exercices d'imagerie mentale. Vous avez dans le domaine du sport, typiquement sur le super G, en général le super G en ski, ils font un repérage effectivement de la piste avec les différentes portes qui sont placées, et quand ils sont dans le box là-haut, ils sont en train de visualiser la piste, de visualiser les différentes portes qui sont placées, de visualiser leur placement de corps passant chaque porte. L'imagerie mentale, vous en faites tous les jours. Vous en faites tous les jours quand vous anticipez quelque chose, quand vous prévoyez quelque chose, quand vous mémorisez, quand vous vous remémorez un livre ou un cours ou quelque chose que vous avez lu, peu importe. Quand vous faites de la projection sur vos futures vacances, c'est de l'imagerie mentale. Quand vous remémorez un souvenir des vacances d'il y a 3 ans, ou quand vous remémorez le souvenir de quand vous avez bu une bière en terrasse la dernière fois, c'est de l'imagerie mentale. Alors, quelle est la modalité la plus efficace? D'après les études, en ce qui concerne un apprentissage moteur, et j'ai bien dit un apprentissage moteur, la modalité qui serait la plus efficace serait la kinesthésique.
c'est-à-dire effectivement la perception du geste. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que le cerveau, il code pas que sur du kinesthésique, il code également, en fait, il code sur j'ai 5 modalités, le VACOG, hein, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et bon gustatif, c'est-à-dire qu'il code sur les 5 sens. Et que en fait, plus ces 5 sens sont plus les afférences sont multisensorielles, on va dire, plus le souvenir est fort et du coup la création est forte. En revanche, ce qui est sûr, c'est que pour un geste, c'est quand même la kinesthésique, pour un apprentissage moteur, c'est quand même la kinesthésique qui est la plus efficace. La visuelle est très pertinente parce que parfois, effectivement, vous n'avez pas la possibilité d'avoir recours à la kinesthésique, comme dans l'exemple de la paralysie cérébrale, ou quand vous êtes sur un jeune qui présente comme tableau une diplégie spastique, par exemple. Diplégie, il n'y a pas vraiment de côté sain, quoi. Bon, aussi, il y a parfois un côté qui est un peu moins pire que l'autre, mais il n'y a pas vraiment de côté sain. Donc, il va aller chercher dans son visuel. Dans son visuel qui peut être soit avant, de ce qui se passait avant, si par exemple il a eu une dégradation suite à je ne sais quoi, ou alors dans son visuel de ce qu'il peut voir sur ses frères et sœurs, sur les membres de sa famille, sur ses amis, sur tout ce que vous voulez. Voilà, je ne sais pas si ça a pu répondre à votre question sur la modalité la plus efficace. Donc je dirais ne vous cantonnez pas kinesthésique, oui pour de l'apprentissage moteur, mais ne vous cantonnez pas au kinesthésique. Demandez-lui ne serait-ce que de voir, entre guillemets, son, son corps effectuer tel ou tel geste. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Un test des capacités d'imagerie mentale avec les enfants. Non, alors c'est vrai qu'effectivement, donc je vous ai parlé des tests, hein, le CAVIC, le test de rotation mentale, la chronométrie. Je vous ai dit qu'effectivement ces tests étaient très utilisés dans le cadre des études cliniques afin d'avoir une population la plus homogène possible. Moi, sur mes patients, je m'amuse pas à les tester, à savoir s'ils sont bons ou mauvais majeurs. Par contre, ce que j'évalue, c'est les limites, donc c'est-à-dire les capacités de compréhension et les capacités d'attention. Et donc sur les capacités d'attention, effectivement, je prends pas en dessous de 6 ans. Et du coup, oui, alors par rapport au TDMI, non, c'est pareil, effectivement, je ne l'utilise pas. Je l'utilise pas. En fait, je pars du principe, en dehors effectivement des critères d'exclusion, je vais pas chercher s'il est mauvais ou bon imageur. Ce que je vais chercher, c'est effectivement derrière, pourquoi pas, lui faire apprendre l'image mentale. Les auto-exercices sont-ils facilement mis en place? Oui, moi ils repartent effectivement avec une petite feuille d'exercice, alors qu'ils sont premièrement en lien avec le travail qu'on a effectué pendant la séance, où on a ciblé sur certaines choses. Et en fait, ce que je leur demande, c'est à la fois de l'entraînement physique. Donc, par l'entraînement physique, je vais stimuler effectivement la plasticité, activité dépendante. Donc à la fois de l'entraînement physique, donc c'est ce qu'ils vont pouvoir faire soit tout seul, soit en rééducation avec leur kiné habituel. Et à la fois le travail mental, c'est-à-dire que souvent je leur demande le soir de revisualiser
ce travail mental dans la tête. Ils n'ont pas spécialement de difficulté à le faire, et idéalement de le faire pendant 3 semaines. Qui est en fait 3 semaines, c'est le délai qu'on a souvent pour mettre en place un nouvel apprentissage. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si j'ai pu répondre à tout ce que vous aviez comme interrogation. Si le sujet de l'imagerie mentale vous intéresse, hop, avec cette notion d'inhibition motrice, bien sûr, vous avez des possibilités de vous former directement en vous inscrivant sur le site www.aliane.com. Vous avez l'accès aux différents webinaires qui a été fait donc sur ce site, sur ce lien-là. Nous avons un prochain webinaire qui sera animé par un de mes excellents collègues au mois de mai, donc le 26 mai 2021, sur le LCA. Voilà, je vous rappelle donc que vous avez 2 documents à charger dans la partie documents à distribuer. Vous avez la possibilité de demander à avoir accès au replay. Et dans tous les cas, normalement, ce replay, il me semble, Maureen, est disponible direct. Enfin voilà, on a quelque chose pour voir effectivement tous les replays. Oui, c'est ça, on va envoyer du coup les replays par email et vous retrouvez également les replays sur le site internet de Aliane. Voilà. Très bien, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer ce webinaire. Je vous remercie de votre attention et de vos questions fort pertinentes. Je vous remercie également de vos interrogations et réflexions qui sont toujours dans le but de faire améliorer nos petits patients, entre guillemets, parce qu'on a souvent du petit patient, mais grandeur d'âme. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner et à vous documenter. On a plein de belles choses intéressantes dans ce domaine-là et encore surtout beaucoup, beaucoup de choses à découvrir et qui peuvent être un réel atout dans nos prises en charge de rééducation. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente fin de soirée.